Cette femme a organisé le banquet de la mort. C'est une menthe religieuse qui n'a pas supporté qu'un homme veuille la quitter. Cour d'assises du Lot, Cahors, on est en septembre 2006. La salle est plongée dans une demi-lumière. Dans le box, une femme au visage maintenant fatigué, taille moyenne, cheveux coupés courts, s'ajoute le regard qui foudroie l'avocat qui vient de lancer cet anathème. Cette histoire, elle est singulière. C'est celle de la passion qui a préféré tuer que de perdre. Une cruauté aveugle. L'homme avait 35 ans, un garçon bien taillé, sympathique, joyeux, bon vivant, Guy Chavergnac. Il venait de divorcer lorsqu'il a rencontré Simone Cambou, celle qui est dans le box. Elle était infirmière et elle était âgée de 54 ans. La différence d'âge n'y fait rien, elle tombe amoureuse de ce garçon. Elle confiera à l'une de ses amies « Ah, celui-là, il me le faut ». Elle l'aura. Mais ne supportera jamais de devoir le partager, quoi qu'il lui en coûte, à elle ou à lui. Elle, c'est maintenant en prison, jusqu'à la fin de ses jours. Lui, on ne sait pas. On n'a jamais retrouvé son corps. Simone est donc divorcée d'un premier mari, elle a 2 fils. Ce mariage a été un véritable échec, son mari qui l'a délaissée, miné par des soucis d'argent et de santé, lui imposant des grossesses répétées, l'encourageant même, va-t-elle raconter, à prendre des amants. Bien sûr, l'ex-mari va réfuter tout cela. C'est une mère dominante, très cassatrice. L'un de ses fils, Didier, qu'elle entraînera dans le crime d'ailleurs, avouera plus tard « Ma mère, c'est ma reine, je ferai tout pour elle ». Il le fera. Lorsque Simone Cambou rencontre Guy Chavergnac, c'est donc le coup de foudre. Elle va vite s'installer avec lui. Les sentiments que Chavergnac éprouvait sont, semble-t-il, plus nuancés. Était-il vraiment d'accord pour tout quitter et refaire sa vie avec sa compagne? En réalité, Chavergnac se sentait dominé, possédé. Il se sentait faible face à elle. Il voulait se libérer de son emprise et n'y parvenait pas. Au juge d'instruction, on leur racontera plus tard que Chavergnac était un homme violent, très attaché à son image. Elle dira qu'il la battait. Par exemple, ce soir où il avait agressé avec une barre de fer, lui avait arraché des cheveux et placé un couteau sous la gorge. D'ailleurs, c'est Didier qui m'a sauvé ce soir-là, dit-elle. Didier qui pleure en écoutant ce récit et qui n'a jamais confirmé. En fait, ceux qui connaissaient Chavergnac en font un portrait tout à fait différent. Ni violent, ni alcoolique. Et ses proches ne se gênent pas pour accuser Simone de maltraiter son amant, de l'insulter même en public, bref, de l'humilier, pour qu'aucune autre femme ne songe à lui voler. Ce qui est sûr, c'est l'attirance physique, malgré la différence d'âge, qu'éprouvait cet homme pour Simone, une attirance qui s'est sans doute étiolée au bout de presque 3 ans, et qu'elle n'a pas supportée. J'ai tout de suite senti, dit-elle, qu'il me trompait. C'est peut-être un objet un peu particulier, qui a déclenché chez Simone la rage dont elle a eu besoin pour détruire ce qu'elle aimait. Cet objet, c'est un godemiché, il avait sa place dans la salle de bain. Il me l'avait fait acheter, précisera-t-elle, mais vous savez, il n'a jamais servi, n'empêche. Un jour de janvier 2003, l'objet en question a disparu de la salle de bain. Et c'est pour Simone le signe que Guy a une autre maîtresse. Elle voit dans cette disparition le symbole de l'infidélité de son amant. En fait, on n'a jamais su ce qu'était devenu l'objet en question. Le 23 janvier 2003, l'employeur de Guy Chavergnac, inquiet de l'absence d'un collaborateur toujours très ponctuel, il alerte les gendarmes. Une inquiétude d'autant plus vive que l'on retrouve, quelques jours plus tard, la voiture de Chavergnac abandonnée dans une carrière du Lot-et-Garonne. 2 éléments intriguent tout de suite les gendarmes. D'abord, le starter est tiré, ce qui laisse supposer un trajet court. Ensuite, le fauteuil était avancé dans une position qui ne correspondait absolument pas à la carrure de Chavergnac. Conclusion, le dernier conducteur de cette voiture n'était pas son propriétaire. Du coup, on perquisitionne chez le disparu, ses vêtements sont là, ainsi que son sac de voyage. Alors, bien sûr, ses amis savaient que Chavergnac se trouvait dans une situation financière délicate, mais tout cela ne les convainc pas qu'il ait pu se suicider. Mais d'abord, c'est pas son genre, insiste l'un de ses proches aux gendarmes. Moi, à votre place, j'irais plutôt voir chez sa maîtresse. Elle disait toujours qu'elle le tuerait s'il la quittait. Ils y vont d'autant plus volontiers, les gendarmes, qu'une ancienne amie de Chavergnac, la mère de son fils d'ailleurs,
leur apprend qu'il a renoué avec elle, qu'elle l'avait reçue, Chavernac, le dimanche 19 janvier. Et elle dit, il m'a semblé préoccupé, il était impatient, agressif, il m'a dit qu'il s'était disputé avec Simone. Les soupçons de Simone étaient donc justifiés. L'infirmière va être très claire avec les gendarmes. Oui, bien sûr, Chavernac et moi, on est ensemble. Je sais qu'il a des ennuis avec son ex-femme. Il a passé la nuit du 21 janvier avec moi. On s'est téléphoné dans la journée du 22 janvier. Et c'est vrai, depuis, je n'ai pas de nouvelles. D'ailleurs, je suis un peu inquiète. Bien qu'ils doutent de ce qu'elle leur raconte, les gendarmes enregistrent et puis ils s'en vont. Ils n'avaient d'ailleurs aucune véritable raison de fouiller la maison. S'ils l'avaient fait, ils auraient résolu tout de suite leur enquête. Un corps à demi calciné se trouvait dans la petite cabane au fond du jardin. Mais c'est apparemment cette visite des gendarmes qui a convaincu Simone Cambou de se débarrasser tout de suite du cadavre. Dès cet instant, l'infirmière sent qu'elle est la cible de tous les soupçons et elle va tenter de les dissiper. 2 jours plus tard, elle va simuler une tentative de suicide en absorbant une certaine quantité de médicaments. Mais son médecin estime que la quantité absorbée ne présentait aucun risque, sauf celui de dormir, ajoute-t-il, en souriant au juré. On n'y croit pas, comme on ne croit pas à la lettre apparemment désespérée qu'elle adresse à ses propres enfants pour leur dire qu'elles se sont abandonnées de l'amour de sa vie et qu'elle préfère en finir. Cette double manœuvre a d'ailleurs l'effet inverse de ce qu'elle voulait, on la soupçonne encore plus. Les mois passent tout de même et Simone s'impatiente sans doute de ne pas savoir ce que devient l'enquête des gendarmes. Elle progresse, cette enquête, lentement, c'est vrai. Mais elle est soudain accélérée par une déclaration de l'ex-mari de Simone Cambou. On est en septembre 2003. Celui-ci, l'ex-mari, assiste, sans le vouloir, à une dispute entre la mère et l'un de ses fils, Didier, et il entend le garçon crier à sa mère « Tu te rends compte, après ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui je devrais être en prison ». Au même moment, les enquêteurs reçoivent le résultat d'un des prélèvements qu'ils ont effectués au domicile de Simone Cambou. Les taches sur l'un des coussins du divan sont des traces de sang de Guy Chavernac. L'infirmière et son fils Didier sont donc placés en garde à vue le 1er octobre 2003. Ça faisait plus de 3 ans que Guy Chavernac avait disparu. Contrairement à ce qu'ils craignaient, les gendarmes n'eurent pas trop de mal à faire avouer Simone Cambou. J'étais persuadé qu'il me trompait, je ne pouvais plus supporter, je ne pouvais pas penser qu'il allait avec une autre. Dès les premières phrases, la passion maladive de l'infirmière apparaît. Une amoureuse taraudée par la jalousie, la trahison de son amant, devenue à ses yeux un crime qui justifiait tout. Oui, c'est vrai, j'ai décidé de le tuer. Il ne m'aimait plus, comme avant d'ailleurs. Il avait pris un appartement à Fumel. Et puis cette disparition du godemiché, l'objet qui quelque part devait représenter à ses yeux, c'est vrai, à ses yeux d'amoureuse possessive, le plus de leur intimité, de leur complicité, quoi. Un voisin lui avait prêté un fusil. Elle avait d'ailleurs menti, je lui avais dit que c'était pour chasser des chats errants. Il y avait 2 cartouches dans le fusil. Mais comme elle ne savait pas s'en servir, elle avait tiré l'une de ses cartouches au cours de la journée, elle avait même fracassé une étagère de la cuisine. Donc Simone Cambou savait qu'il ne lui restait plus qu'une seule cartouche dans le fusil. Elle n'avait donc qu'une seule chance de tuer. J'ai bu 2 verres de whisky pour me donner du courage. Bon, j'ai pointé le fusil en direction de son cœur, disons à 1 mètre de sa poitrine, et puis j'ai tiré. Question, que faisait Guy Chavernac à ce moment-là? Conscient, il aurait détourné l'arme. Dans quel état était-il? Vous l'aviez endormi à la morphine. L'avocat de la famille Chavernac, Philippe Briat, va dresser un véritable réquisitoire très intéressant. Vous l'avez attiré chez vous, vous lui aviez préparé un plat de fruits de mer comme il les aimait, il était sans méfiance et sans défense. S'adressant ensuite au juré, le crime était presque parfait, et si le Petiot n'avait pas lâché le morceau, ce n'est pas un assassinat qu'on lui reproche, c'est un massacre. Mesdames, messieurs, je vous le demande, a-t-elle une âme? Dans le box, lointaine, absente, elle détourne le regard. Le Petiot, c'est le fils Didier, le premier à avouer, à se soulager de ces mois de remords. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit « ça y est, je l'ai fait ». Je n'étais pas bien sûr de la comprendre, j'ai préféré aller sur place. Quand je suis arrivé, Guy était sur le canapé, était en sang. Je suis allé à la cuisine, mais putain, je t'avais dit de ne pas le faire.
Ensuite, la mère et le fils vont traîner le corps dans le couloir, le placer dans une brouette, balèze, puis l'emmener jusqu'au fond du jardin et l'asperger d'essence, 20 litres. Alors le corps avait brûlé longtemps, ils avaient regardé par la fenêtre de la chambre en craignant à chaque instant qu'un voisin ne vienne comprendre cette fumée et surtout cette odeur. Elle a nettoyé la housse du canapé, elle a enlevé les traînées de sang sur le sol, le fils continue. Le lendemain, on a repris la brouette pour se débarrasser de ce qui restait du corps, puis on l'a emporté jusqu'à la cabane. Puis là, on l'a mis dans des grands sacs, mais quand on a soulevé le corps, les jambes se sont détachées, alors j'ai mis la tête et le tronc dans une bâche, puis les jambes dans 2 sacs distincts. C'est donc le lendemain que les gendarmes s'étaient présentés. Simone Cambou craignait, à juste titre, qu'ils reviennent. L'urgent était donc de se débarrasser des restes de Guy Chavergnac. Alors sa voiture, maintenant on comprend, elle l'avait abandonnée dans la carrière de Tézac. Les sacs macabres, eux, avaient été jetés dans le Lot, au lieu dit Cadamas, à Montéral. Puis le fils avait gratté les cendres dans le cercle noirâtre du jardin et Simone avait projeté des semences d'herbes fraîches. Aux assises de Cahors, au procès d'appel, Simone Cambou a juré qu'elle ne voulait pas tuer son amant infidèle. Elle était pathétique, je m'en souviens. Elle a crié qu'elle avait tiré par accident, que Chavergnac l'avait giflé, qu'elle s'était défendue. Elle était en larmes. Elle voulait qu'on la croie. Mais cette fois, encore, les jurés ont fermé les yeux sur les larmes et l'ont condamnée à la perpétuité. Certains ont peut-être pensé à ce qu'on avait découvert dans la poubelle de Simone quelques jours après l'assassinat, la photo déchirée en multiples morceaux de son amant. C'était en quelque sorte le signe rageur qu'elle avait décidé d'effacer de son passé les traits de l'homme qu'elle avait désespérément aimé. Mais d'autres jurés, horrifiés ceux-là, se sont sans doute souvenus de ce que le fils avait avoué. Pour empêcher que l'on identifie plus tard le corps de Guy, si on le retrouvait, Simone Cambou, à coups de marteau, avait cassé les dents du mort.